Bonjour à tous, ou bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose d'assez extraordinaire au niveau de la santé de Big Pharma, qui est la question du tétanos et donc de sa vaccination. Je vais tout simplement vous parler d'un ouvrage assez exceptionnel qui s'appelle Tétanos, le mirage de la vaccination, de Françoise Joé. C'est sa deuxième édition, troisième trimestre 2013, revue et augmentée, préfacée par un docteur, un médecin, Jean Méric. Françoise Joé est une prof agrégée qui a travaillé à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. Elle a fondé l'association Alice, Liberté d'information santé. Association Liberté Information Santé, Alice, que vous pouvez aller voir sur son site internet et vous allez avoir beaucoup d'informations très intéressantes concernant les lois, etc., sur le DTP, toutes les vaccinations. Enfin, il n'est pas question que du tétanos de toute façon. Mais bref, là je voulais vous parler de ce livre exceptionnellement. Pourquoi ? Parce que, je pense sincèrement, sans faire le Marseillais, je pense que c'est le bouquin le plus violent qui puisse exister au niveau de la santé. Pourquoi ? Parce qu'il traite d'une question qui démontre, c'est un strike, qui démontre en une fois, en un bouquin, la folie, totale folie, psychopathologie de Big Pharma et surtout l'absurdité et la médiocrité de l'enseignement médical, c'est-à-dire des universités françaises, et l'absurdité, la folie des médecins et des pharmaciens et des dentistes, tous, il n'y en a pas un qui rattrape l'autre. Ce bouquin est extrêmement violent. Il remet en cause tout le paradigme scientifique. Il y en a plein qui vont le rejeter, surtout les gens qui sont touchés par le livre, c'est-à-dire les professionnels de santé. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est ainsi. Son savoir est accessible à un gamin de 12 ans. Voilà. C'est très 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 simple, mais c'est tellement simple que c'en est très très violent. Je crois qu'il est évident que ce que je vais dire n'est pas de mon fait, donc il faut pas m'en vouloir. Faites votre vie, n'allez pas j'y suis pour rien, quoi. Me cassez pas la tête avec vos histoires. C'est certainement pas le problème de Françoise Joé non plus, puisqu'il est question d'un bouquin qui vraiment fait le tour de la question en long, en large et en travers, avec, alors je vais vous dire ça, 180 notes de bas de page. Voilà. Il n'y a que des études scientifiques, des déclarations de professeurs, de médecins, de l'OMS, tout ce que vous voulez, tout ce qui est possible et imaginable. Je crois que vraiment c'est une étude exhaustive sur le tétanos. D'ailleurs, c'est pas compliqué. En fait, il est tellement choquant ce bouquin que l'on n'y croit pas. Vraiment, on a du mal à y croire. En fait, ça rappelle la phrase, je crois que c'est une phrase de Churchill qui dit que quand on trébuche sur un gros mensonge, la plupart des gens se lèvent et font comme s'ils n'ont rien vu et comme s'ils n'avaient rien vu, rien entendu. C'est tellement violent, ça remet en cause tellement tout que ça fait mal au crâne. Et on se dit mais c'est pas possible. Le premier argument qui sort, c'est oui, mais ils l'auraient su les autres. On l'aurait dit à la télé. On l'aurait dit, les médecins le sauraient, etc. Mais non, ça marche pas comme ça. Et je vais vous le prouver. Alors, vraiment, le bouquin est exhaustif dans le sens où il revient sur le tétanos. Historiquement, il a été découvert par qui ? C'est par Hippocrate dans les guerres du Péloponnèse. Et on savait dès le départ, depuis toujours, que, alors ces deux mots sont d'une extrême violence intellectuellement, que le tétanos n'est pas contagieux et qu'il n'est pas immunisant. Qu'il n'est pas contagieux, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le tétanos, avoir 300 personnes autour de vous, ça ne va contaminer personne. Secondo, il n'est pas immunisant, c'est-à-dire, vous avez le tétanos, vous guérissez du tétanos, 5 ans après, vous pouvez même 1 an après, vous pouvez refaire le tétanos. C'est clair ? Donc, la question qui se pose, pourquoi
il y a deux questions qui se posent. Pourquoi vacciner la planète entière pour une maladie qui n'est pas contagieuse, donc il n'y a aucun risque de santé publique, et qui n'est pas immunisante? Alors, si le corps ne reconnaît pas la maladie qu'il attrape en tant que telle, c'est-à-dire le Clostridium tetani, je ne vois pas pourquoi le vaccin réussirait dans ce que le Clostridium lui-même a échoué. Donc déjà, là vous voyez le gouffre sous vos pieds s'installer et vous commencez votre chute libre. C'est très très violent. Alors l'historique est complet de la découverte d'Arthur Nicolaier en 1884 avec Kitasato le japonais en Allemagne, à Göttingen je crois, je sais plus quelle ville. Donc Arthur Nicolaier, on appelle le bacille de Nicolaier. Hein. Ensuite donc Kitasato va définir que, enfin, l'aspect anaérobie du Clostridium tetani, c'est-à-dire qu'il vit sans oxygène, il suffit de lui donner un peu d'oxygène et il meurt, donc impossibilité de le retrouver dans le sang, hein, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques, c'est une hérésie, hein, traiter le tétanos avec de l'antibiotique, ça n'a aucun sens, puisqu'il est anaérobie, si le tétanos rentre dans le sang, il meurt tout de suite. Vous n'avez pas besoin d'autre chose que de l'oxygène. Un certain Faber découvrira donc la toxine tétanique, comment elle agit. Donc tout ceci se fait vers les années 1900. Le premier vaccin va être réalisé en 1922, qui s'appellera l'anatoxine, par un certain Gaston Ramon. Gaston Ramon, et il est vétérinaire de son état, vétérinaire, il n'est même pas médecin, à l'instar de l'imposteur Pasteur qui était chimiste, qui n'était pas médecin, etc., etc. Donc, il faut savoir aussi que le tétanos, c'est quoi ce bacille de Nicolaier, de Clostridium tetani? C'est une petite bestiole qui est dans les sols, ok? Elle est aussi dans l'homme en tant que hôte commensale inoffensive, c'est-à-dire qu'elle est comme vous savez que vous avez à peu près 500 familles bactériennes différentes dans votre bouche, dans les intestins, c'est des milliards et des milliards et des milliards de bactéries, de tout ce que vous voudrez, des virus, des rétrovirus, vous avez plein de trucs comme ça dans votre corps qui vivent de façon harmonieuse. Et c'est quand le déséquilibre intervient que la maladie apparaît. Donc, vous ne pouvez pas éradiquer, comme certaines maladies, le tétanos, c'est impossible, puisqu'il y en a des milliards de milliards, c'est des tonnes de bactéries et de virus qu'il y a dans l'air, dans la terre. Enfin, pour le tétanos, c'est dans la terre, donc vous pouvez pas les tuer, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Hein. Donc ça, il faut bien le saisir. Alors pour prouver vraiment la folie du système médical, alors je vous lis la page 11. Le tétanos n'est pas une maladie contagieuse, donc elle ne se transmet pas par contact d'homme à homme ou d'animal à animal. Ce n'est donc pas une maladie épidémique. Cela n'a pas empêché le quotidien du médecin de titrer, j'ouvre les guillemets, épidémie de tétanos en Indonésie. Fermeture des guillemets. C'était le 26 janvier 2005 à la page 20. Donc je crois que voilà, vous avez à peu près là une idée du niveau intellectuel de certains. C'est vraiment grave, hein, c'est voilà. Et donc qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui sont comme ça et qui vous voulez, c'est la médiocrité, c'est ainsi. Alors donc je reviens à l'aspect épidémiologique, santé publique. Donc on ne peut pas éradiquer le tétanos. Éradiquer le tétanos voudrait dire détruire la planète Terre. Bon, on y arrive, hein, vous inquiétez pas, on y arrive, mais ce n'est pas prévu dans les projets de santé publique et de la sécurité sociale. Alors le tétanos, comment il rentre dans le corps de l'être humain? Ben, c'est très simple, c'est généralement par des blessures. Hormis le tétanos fœtal, c'est le fameux cordon qu'on découpe avec des produits, des outils pourris, sales, etc. Ce qui arrive, hein. Donc, mais en général, c'est des blessures de bricoleurs, voilà, par des outils sales. Ceux qui travaillent dans la terre, etc. Sauf que il y a 7 à 30% de cas tétanos où il n'y a pas de plaie. Donc
là aussi, il faut arrêter les sottises. Il faut savoir aussi qu'il y a à peu près, selon certaines études, 70% des personnes qui ont le tétanos qui guérissent seules. Bon, ça c'est important à dire aussi, hein, parce que c'est pas du tout le discours officiel. Alors, la toxine, vous ne la retrouverez jamais dans le sang. D'ailleurs, il n'y a pas de diagnostic. On ne peut faire de diagnostic. Il n'y a pas de test biologique, on ne peut faire le diagnostic que cliniquement. Avec, bien sûr, vous l'aurez compris, la crise de tétanie, c'est-à-dire que les muscles se contractent, etc., qu'on a le corps humain qui carrément fait un arc, c'est assez impressionnant, c'est très violent, avec les muscles du visage, il y a un certain sourire, un visage du tétanos qui est assez caractéristique. Nous avons aussi bien sûr la mort qui survient quand toutes les fonctions respiratoires ou cardiaques sont touchées, quoi. On comprend bien comment ça va réagir. Donc la porte d'entrée, elle détermine la gravité, donc selon l'endroit où il y a la blessure, ça va donner un tétanos différent, ce qui prouve que ce n'est pas sanguin, puisque si c'est sanguin, ça passe dans la circulation générale et ça devrait toucher tout, hein, puisque c'est systémique. Là, ce n'est pas le cas, donc ça rentre par les fibres nerveuses. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Les 10 cas, même pas, il y a moins de 10 cas en France par an, en général c'est des personnes âgées, ischémiées, c'est-à-dire qui ont une très mauvaise vascularisation sanguine, donc peu d'oxygène, donc atteinte du tétanos. Il suffit de laver à de l'eau oxygénée et le problème est réglé. Mais bon, on va dire que le patient est touché, alors par quelle façon la toxine va faire des dégâts, c'est par les terminaisons nerveuses. C'est tout, ce n'est que cela. Alors, c'est vraiment très simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas besoin de sang et c'est pour ça qu'il survit, parce que dans le sang, le Clostridium, il meurt. Alors, le traitement actuel, c'est un traitement d'urgence qui va jusqu'à 2 mois d'hospitalisation. Et après, c'est selon les cas, on va faire des traitements antibiotiques lourds au sulfamide ou au tétracycline et tout dépend de la gravité du cas. Bien sûr, on va traiter la symptomatologie. Sauf que, encore une fois, une information qui est encore très violente, c'est que malgré cela et malgré toutes ces bêtises, il y a encore une autre folie du système médical, c'est d'avoir refusé après 70 ans 70 ans, un peu plus maintenant, 80 ans, 90 ans de pratique sauvage de la vaccination intégrale, tout azimut, deux traitements exceptionnellement efficaces contre le tétanos, mais pas seulement, hein, contre aussi la diphtérie, etc. C'est la vitamine C et le chlorure de magnésium. Hein. Le professeur Pierre Delbé avait créé justement la Delbiase dans ce sens-là, à 12 pour 1000, c'est-à-dire 12 grammes de chlorure de magnésium pour 1 litre, et ça marchait très bien. C'est quelqu'un de très réputé, très connu, il suffit de taper son nom, Delbé, D-E-L-B-E-T, et la Delbiase est toujours vendue en pharmacie. Alors, pour aggraver le cas, on va parler maintenant du sérum équin de traitement du tétanos. Page 48, le sérum et la séroprophylaxie. Le sérum équin est toujours commercialisé par le laboratoire Sanofi sous la dénomination hémoglobine tétanique équine Pasteur 1500 unités internationales et il est remboursé à 65% par la sécurité sociale. Le professeur Domenico D'Antona écrivait déjà en 1951 la prévention du tétanos par la séroprophylaxie nous apparaît anachronique et lamentable. Fermeture des guillemets. Il reconnaît d'ailleurs que la méthode a été fondée sur des concepts empiriques et calculés approximativement. Cette séroprophylaxie était censée conférer ce qu'on appelle une immunité passive. Donc, ça fait 60 ans qu'il y a des professeurs qui disent que c'est débile, que c'est dangereux, que ça ne sert à rien, et ils continuent à le vendre et à être remboursés par la Sécu. N'est-ce pas un complot, enfin, n'est-ce pas une folie? Qu'est-ce qu'ils veulent là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, à la page 52, on découvre encore pire, c'est-à-dire que, alors là, ça va très loin, c'est la maladie du sérum, page 52. Qu'est-ce qu'elle nous dit?
Il y a plein de gens qui sont tombés malades après injection d'antitoxine tétanique, du sérum équin, tout simplement. Cette réaction grave à la sérothérapie est apparue dès qu'on a commencé à jouer avec les anticorps. Très fréquente à l'origine, elle atteignit presque un malade sur 4, 25% au sérum de cheval. Elle retomba à 5% après, quand on parvint à purifier les sérums animaux. Une expérience en laboratoire permet de comprendre le phénomène morbide dû au sérum. Si l'on injecte pour la seconde fois des protéines de vagin lapin, au bout de 2 jours, les parois des vaisseaux, des artères, des veines et des capillaires sont transpercées par l'accouplement des anticorps nouvellement fabriqués avec les protéines étrangères. Le 4e jour, les globules blancs sollicités par ces complexes dévorent leurs propres cellules, les prenant pour des étrangères, etc., etc. Donc, ils sont en train de fabriquer des maladies auto-immunes et ils ont tué plein de gens, jusqu'à un moment où on comptabilisait plus de morts par la sérobidule, le sérum antitétanique, que par le tétanos lui-même. Page 54, je cite, rappelant que pendant la guerre de 14-18, les cas de tétanos post-sérique se sont comptés par milliers. En Suède, le nombre de décès par sérum antitétanique dépasse le nombre de victimes du tétanos. Je crois que c'est clair. Donc, il faut aussi savoir que l'injection est obligatoire dans le cadre du code du travail s'il y a blessure. Donc, on vous oblige, ou plutôt on vous met devant un risque énorme de mourir ou de tomber malade gravement, très gravement. À la page 64, il est vraiment exceptionnel ce bouquin, il n'y a vraiment rien à dire. On a des statistiques en Angleterre sur la mortalité et morbidité de 62 à 65 entre l'Angleterre et la France. Donc en Angleterre, on a en 62, il n'y a pas les chiffres, mais en 63, il y a 26 000 vaccinés, 13 morts. En France, 519 000 vaccinés, 293 morts. Vous le voyez, c'est affiché à l'écran. En 65, 35 000 vaccinés, 21 morts. C'est-à-dire, même en Angleterre, ils augmentent les vaccins, il y a plus de morts. Et en 682 000 vaccinés, 258 morts en France. C'est-à-dire qu'il y a 13 fois plus de morts en France qu'en Angleterre. Donc, et là, il n'y a personne qui réagit. Tout le monde trouve ça normal. C'est vraiment exceptionnel. Ça prouve la folie des gens. Et là, je vais vous citer, je pense, le résumé, l'acmé de ce bouquin. C'est le docteur Méric qui parle, c'est à la page 71. Toute la foi en ce vaccin repose, aussi curieux et surprenant que cela puisse paraître, sur une seule et unique expérience et sur des statistiques. Il m'a été impossible de trouver, malgré des recherches nombreuses, d'autres études concernant ce vaccin. On parle bien de foi là, il n'y a pas de science. Je continue. Or, cette expérience est scandaleuse et hasardeuse dans sa conclusion car elle n'est pas transposable en l'état à l'homme, nous explique le docteur Méric. Il poursuit, j'ouvre les guillemets, cette expérience unique consistait à faire produire des anticorps à des animaux en les vaccinant. Ensuite, on injectait des doses mortelles de toxines à ces animaux. Les animaux vaccinés ne mouraient pas. Nous en déduisîmes un peu vite que les anticorps étaient neutralisants pour la toxine et que préventivement la vaccination pouvait empêcher la maladie. Voilà le type d'expérience complètement absurde. Elle élimine, et ceci est une grave erreur, le microbe et surtout les conditions locales nécessaires pour qu'il y ait tétanos, c'est-à-dire l'anaérobiose. Le docteur Méric illustre ses propos par une image très parlante. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le docteur Méric, concernant cette expérience? Si un scientifique, aussi prestigieux soit-il, vous dit « Nous allons éliminer tous les lions de la savane africaine en utilisant les requins », et que pour vous le prouver, il fasse l'expérience suivante. Il prend un lion, l'amène en bateau et le jette au large aux requins. Les requins dévorent l'animal, il en tire la conclusion qu'ils sont l'arme idéale pour exterminer les lions. Vous comprendrez de vous-même que ce savant n'est pas très futé, car un paramètre important n'a pas été pris en compte. Dans la nature, les lions, animaux terrestres, ne rencontrent jamais des requins, animaux marins. Ce savant ne mène pas que les lions en bateau, mais tous ses interlocuteurs. Il en est de même avec l'expérience qui a imposé la vaccination antitétanique. Fermeture des guillemets. Page 71. Donc, et c'est exactement ça, c'est-à-dire en injectant chez les animaux leur soupe, ils ne pouvaient pas avoir le tétanos puisqu'ils rencontraient l'oxygène dans le sang. Ça n'a aucun sens. C'est des imbéciles. Voilà. Donc, et comment
quand bien même ce qu'ils font est logique s'ils n'étaient pas en aérobie, quand bien même, comment un vaccin peut-il immuniser ce que la maladie ne fait pas, comment le vaccin peut faire mieux que la maladie? Ça n'a aucun sens. Et de surcroît, c'est quoi cette histoire de rappel tous les 5-10 ans, Et la mémoire immunitaire dans tout ça, elle est où? Il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus d'immunité. Donc ça n'a aucun sens. À un moment donné, soit on s'en rappelle, on s'en souvient, il y a une mémoire immunitaire, soit il n'y en a pas. D'ailleurs, c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est très grave. C'est que dès qu'il y a un blessé qui arrive, un jardinier ou n'importe qui, un ferronnier qui arrive, on le revaccine sans lui demander le dernier rappel, sans rien, alors qu'on sait très bien que plusieurs vaccinations d'affilée sont extrêmement dangereuses. Alors je parle pas des chocs anaphylactiques et des différents types d'allergies qu'il y a eu, alors ça c'est cadeau. Alors il y a un dossier, il y a une partie importante, un chapitre important dans le bouquin sur le rapport entre le tétanos et l'autisme. Bon, bien sûr elle parle d'aluminium, le mercure, l'hydroxyde d'aluminium, on connaît tout ça, les risques de myofasciite à macrophage. Vraiment, c'est impressionnant. Il y a des petites anecdotes, par exemple la Miss Amérique à la page 112 qui s'est faite vacciner, qui est devenue aveugle. En Suède, le nombre de victimes, je le répète, après injection de sérum, dépasse de loin le nombre des victimes du tétanos lui-même. Bon. Je crois que les choses sont dites. Et concernant la législation, donc il y a tout un chapitre à la page 127 sur la législation, ce qui est très 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 intéressant. Et derrière, et à la fin du livre, vous avez des correspondances du docteur Neveu au docteur Auguste sur le traitement au chlorure de magnésium qui présenté à l'époque, réalisé par ces médecins, des résultats exceptionnels. C'est-à-dire ils sauvaient des vies. Alors il y a des gens qui arrivaient quasi mourants, 3 heures après l'injection de chlorure de magnésium, ils repartaient sur leurs pattes en marchant. Ce qui est vraiment délirant, parce que ça rééquilibrait les influx nerveux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas dire comment tout ceci fonctionne parce qu'il n'y a pas eu d'études, puisque la vaccination a pris le pas sur tout le reste. Donc voilà, vous le savez, au cas où un jour, c'est une information extrêmement utile et qui peut sauver des vies. Vous prenez, vous achetez, ça coûte 1,80 € les 20 grammes de chlorure de magnésium chez Cooper, là le petit sachet à la pharmacie, sachet orange et blanc. Vous en gardez toujours 5 ou 6 à la maison, vous mettez ça dans 1 litre d'eau, et voilà, vous faites une cure de temps à autre, et on ne sait jamais si, voilà, vous le savez, avec la vitamine C. Pardon, je suis en train de perdre ma voix. Donc voilà, vous avez ici la preuve que la science n'a strictement rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Le système est complètement fou, il est en train de se suicider, de s'auto-détruire. On voit qu'on a des gens qui... vous verrez, hein, vous pouvez en parler à qui vous voulez. Bon, le livre est disponible aux éditions Fiat Lux, vous pouvez vous le procurer, le proposer à votre médecin. S'il est un tant soit peu ouvert à la discussion et à la critique, ça va le perturber. Mais bon, vous allez avoir beaucoup de résistance à ce discours, mais à la rigueur, quelque part, c'est le dernier de nos soucis. L'essentiel, c'est que l'information atteigne le plus grand nombre de personnes et qu'ils comprennent de ce fait, par ces livres, par ces études précises et pointues, que la science aujourd'hui est corrompue par l'argent, elle est corrompue par la bêtise des gens, par leur désir d'avoir des grosses villas avec piscine, des grosses voitures, de manger dans des gros restaurants, et de boire de belles bouteilles de vin, etc., etc. C'est ça qui a corrompu absolument tout. Voilà, c'est ce désir de jouissance, je ne vois que ça. Autrement, les choses iraient beaucoup mieux sans cette folie, sans vraiment c'est de la folie. On est en train de vacciner systématiquement des dizaines de millions de Français, des centaines de millions d'individus sur la planète Terre contre une maladie qui n'existe pas dans le sang, qui ne peut pas être reconnue. Voilà. Point à la ligne, et qui n'est pas immunisante et qui n'est pas contagieuse. Et on nous fait passer ça pour des épidémies. Ces gens-là c'est des malades mentaux, c'est psychopathologique. Donc voilà, j'en ai terminé. À très bientôt pour une autre vidéo.